Pour qu'elle soit légale, François Hollande demande une invitation écrite des Maliens. Une première lettre arrive à l'Élysée, par télégramme diplomatique crypté. Mais elle ne convient pas. Cette lettre du président malien Traoré, la voici, elle ne fait pas référence à l'ONU. Oui, et c'est un problème parce que la France veut absolument intervenir dans le cadre de la légalité internationale. Et pour ça, elle a besoin que les Maliens adressent aussi leur appel à l'aide à l'ONU. Et il y a une autre difficulté sur cette lettre, elle est trop précise. Elle fait référence à une intervention aérienne immédiate. Or, le 9 janvier, la France est convaincue qu'elle devra intervenir au sol parce qu'elle pense que l'armée malienne en pleine débâcle n'est pas capable de faire face à l'avancée des pick-up djihadistes. Et donc cette lettre limiterait la marge de manœuvre de l'armée française. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol, parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Dioncounda Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. Les conseillers ministériels français planchent sur les modifications qu'ils vont demander aux Maliens. En fait, on leur donne les termes de la lettre qui nous conviendraient et on échange avec les autorités maliennes qui nous refont une lettre dans la même journée où le Mali demande officiellement le soutien militaire de la France. Ces tractations diplomatiques restent secrètes. Publiquement, il n'est toujours pas question de lancer une action militaire au Mali. L'Élysée obtient un ultime feu vert. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à aider l'armée malienne. La France a un cadre légal, des forces sur place. Elle peut intervenir. Le président Hollande présente ses vœux au corps diplomatique. Monsieur le Président de la République. La veille, il affirmait encore que la France n'interviendrait pas au Mali. Cette fois, il prend tout le monde de court. Nous sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. Drissa Maïga est agriculteur à Konna. Le matin du 11 janvier, alors que la France n'est pas entrée en guerre, il profite d'une accalmie dans les combats entre djihadistes et armée malienne pour aller vérifier ses cultures. Il est à 300 mètres de sa maison quand il aperçoit un hélicoptère. ana kara jinate mfamala ana kara hinkanto te famala kul yamma kayga na guna nti borakana chabayana de mujahidine kango arandes mawra ina tire fo. Drissa Maïga retourne vers sa maison et constate qu'elle a été touchée, dit-il, par des tirs d'hélicoptères français. watini yana yekone ko fare ay kubi kayekat ay ke kakasana kan aga lani mfamala aminata bu adama bu Zainabu bu Aliyu bortaci ay ni kurgari kan dogori mana banyuti dogori ku dogori ndribu ay go jiri way gunda hera famala mali madu ande panda ay karanta mbarane mali madu ande panda ngare he ay go jiri way gunda hera fam donc wala goy hunde ho ay zaru bero kan go yaranga ta dama kinewi. Les autorités françaises maintiennent leur version. Il n'y a eu aucune frappe d'hélicoptère avant le déclenchement officiel de la guerre, le vendredi après-midi, ni aucune victime collatérale. Très clairement, là-dessus, je peux être tout à fait définitif. Les premières frappes ont lieu à 16h via le détachement des forces spéciales. Il n'y a pas de frappe avant la décision du président de la République qui est prise pendant le Conseil de défense qui, lui, se tient à 11h30 à l'Élysée. Deux versions s'opposent. Celle des Maliens, celle des Français, qui démentent tout dommage collatéral. 3 ans après, où en est-on?
Alors depuis 3 ans, la famille Maïga, qui affirme que 4 de ses membres ont été tués, ne se résigne pas. Elle cherche à obtenir réparation auprès des autorités françaises. Alors elle s'est par exemple tournée vers l'ambassade de France à Bamako ou vers des bases militaires françaises au Mali. Mais après toutes ces démarches, elle s'est finalement vue opposer par un procureur malien ce document. Alors c'est un SOFA, c'est en français un accord sur le statut des forces militaires. Il est signé entre la France et le Mali et précise notamment le statut juridique des soldats français lorsqu'ils interviennent sur le sol malien. Ça signifie que quand la France entre en guerre, elle signe des contrats. Effectivement, et ce contrat prévoit toutes sortes de choses, toutes bêtes et très concrètes, comme par exemple que les soldats français ont le droit de conduire avec leur permis français sur le sol malien. Mais il y a aussi un article pour le coup là qui m'a davantage étonnée, c'est l'article 9 qui dit que la partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou aux personnes, y compris lorsque la partie française en est à l'origine. Autrement dit, si la France tue des civils, par exemple lors de raids, elle n'est pas juridiquement responsable. Non, la famille Maïga ne peut pas se retourner contre la France pour obtenir réparation. Elle ne peut se retourner que contre l'État malien. Exactement, c'est le Mali qui doit prendre à sa charge toutes les indemnisations, même si la famille Maïga arrivait à prouver que les Français sont responsables de ces frappes. À Paris, Jean-Yves Le Drian arrive à l'Élysée pour un entretien avec le président. Il est détendu. La ville de Tombouctou est tombée, on a fait des parachutages cette nuit et les forces françaises et maliennes tiennent Tombouctou. Et vous venez lui annoncer? Je lui ai déjà prévenu ce matin de passer de nuit. Bon, bah, tu félicites aussi les militaires, hein, donc... ouais. Non, oui, je trouve. La manœuvre était bonne. Malgré les... Oui. Euphorique, François Hollande veut se rendre à Tombouctou dans les 48 heures. Son cabinet lui demande 5 jours pour organiser le voyage en toute sécurité. Aux côtés de François Hollande, le président malien Traoré, suivi des ministres Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius. Le président a fait savoir qu'il souhaite s'entretenir avec les chefs militaires du terrain, mais en privé. Il s'agit d'organiser une mini-cellule de crise, mais à laquelle on ne peut pas associer le président malien. Donc il va falloir trouver une manière de soustraire le président à l'ensemble du dispositif, et notamment de son homologue. Et donc il est prévu que le président ait envie d'aller aux toilettes. Et je l'accompagne donc à l'intérieur de l'aéroport. Et donc là, on se retrouve en fait dans une cellule de crise, face à une petite carte. C'est le seul moment où j'ai un contact en tant que chef tactique avec le chef politique, qui est le chef des armées. Et là, bon, je pourrais pas vous donner ces mots, mais très clairement, c'était sans aucune ambiguïté. C'était bravo pour ce que vous avez fait honneur à la France, et maintenant je vous demande de continuer, de trouver l'ennemi, et si vous le trouvez, de le détruire. François Hollande fait la tournée des monuments symboliques de la ville, ceux qui ont été ciblés par les djihadistes. Et ça, c'est à leur portée, ça, dans les retraites, ils se sont pris à mettre du feu là. L'enthousiasme des Maliens vis-à-vis de François Hollande sera de courte durée. La question des Touaregs, ces tribus berbères qui vivent au nord du Mali, va semer la discorde. Pendant qu'on célèbre la reprise des grandes villes, les forces spéciales continuent d'avancer. Elles sont alors à Kidal, à près de 1000 km au nord-est de Tombouctou. Oui, cette ville, Kidal, c'est le bastion des Touaregs. C'est la capitale de ce qu'ils appellent l'Azawad. L'Azawad, c'est un territoire plus grand que la France et dont ils réclament l'indépendance. Ça fait 50 ans que des combats meurtriers, en fait, opposent les autorités de Bamako aux indépendantistes Touaregs. Et là, une question délicate va se poser pour les Français à propos d'un de ces groupes Touaregs, le MNLA. Absolument, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. En fait, en 2012, le MNLA, ce mouvement, s'allie avec les djihadistes pour chasser l'armée malienne de tout le nord du pays.
Et puis les alliances vont se retourner, les djihadistes vont eux-mêmes chasser le MNLA du pouvoir, les anciens alliés deviennent ennemis. Et lorsque Serval débute, le MNLA propose d'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Mais pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. L'armée malienne n'a pas réellement pris possession de Kidal comme ailleurs, parce que l'armée française s'est interposée. Alors il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Moi, je suis militaire. Mon combat était de neutraliser les groupes armés terroristes. Donc toutes les bonnes volontés pour lutter contre les groupes armés terroristes sont les bienvenues. Cette région est celle des Touaregs, qu'ils connaissent bien mieux que les forces spéciales françaises qui arrivaient et qui n'avaient jamais été, pour certaines d'entre elles, dans cette partie du monde. Donc il fallait dialoguer avec eux. Les forces spéciales ne se sont pas contentées de dialoguer avec le MNLA. Et non, au Mali, nous avons rencontré un combattant MNLA. Il est Touareg, originaire de Gao, et il a été enrôlé par les djihadistes quand ceux-ci ont pris la ville de Gao. Puis il a changé de camp, il s'est allié au MNLA. Et il vous a raconté des choses qui ne figurent pas dans l'histoire officielle. Fin janvier 2013, quand les forces spéciales entrent à Kidal, ce combattant MNLA va proposer ses services aux forces spéciales et ils acceptent. On a collaboré avec les Français, on a partagé la ville ensemble. Moi, je suis un guide. Je suis avec le capitaine Eric là. Il fait partie des forces spéciales. Je travaille avec eux, on me paie par jour même. Chaque jour, on me paie 25 000 francs CFA. Qui est-ce qui vous paye? Eric. C'est l'armée française? C'est l'armée française, ouais, qui me paye. Quand on sort même à Kidal, on est ensemble toujours. On fait tous les missions.